Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur notre identité égyptienne, africaine surtout, et selon le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a mis l'accent sur la nécessité de valoriser cette identité africaine dans un monde qui cherche à effacer l'identité et dans un monde qui est en proie aux troubles et au milieu de tentatives diverses d'éliminer ou d'effacer et à déformer les identités. Aussi, nous allons parler de la diplomatie égyptienne en Afrique durant l'année 2025 et nous allons parler de l'Afrique qui est le moteur de la stratégie commerciale égyptienne. Mais avant de commencer, il faut dire que le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelghati, a reçu aujourd'hui jeudi la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaya Kallas, dans le cadre de consultations politiques portant sur les relations entre l'Égypte et l'Union européenne, ainsi que sur les développements régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les discussions ont mis en avant la dynamique positive des relations égypto-européennes et l'importance de poursuivre la mise en œuvre des axes de partenariat stratégique global. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ahmed El-Lissi Nassef, qui est analyste politique et spécialiste de relations internationales. Monsieur Ahmed El-Lissi Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, madame. Tout d'abord, avant de commencer, aujourd'hui, nous avons deux volets, l'un africain concernant notre identité africaine, mais avant, il s'agit du ministre des Affaires étrangères, M. Badr Abdelghati, qui a reçu aujourd'hui la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaya Kallas, dans le cadre de consultations politiques portant sur les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Tout d'abord, comment peut-on décrire ces relations ? Je pense que les relations entre l'Égypte et l'Union européenne sont en train d'une accélération, ou en train de subir une course d'accélération depuis que son Excellence président Sisi est venu en pouvoir pour l'Égypte. Donc, je pense qu'on a joué un rôle, l'Égypte généralement a joué un rôle très important, surtout pour arrêter l'immigration illicite qui était en train de envahir et poser pas mal de problèmes économiques et sociaux en Europe. Donc l'Égypte a joué un rôle très important pour arrêter ce phénomène. Surtout que la Libye était un des, disons, des sources de la plupart de ces barrages ou d'immigration illicite. D'un côté. De l'autre côté, on est engagé avec pas mal de pays européens, plusieurs projets, surtout dans l'énergie, surtout l'énergie verte. Donc les relations, surtout économiques, sont très importantes entre l'Égypte et l'Europe. Sur la voie politique, on a pas mal des intérêts, surtout pour
le soutien de l'Union européenne pour essayer de calmer les guerres civiles qui sont pratiquement autour de l'Égypte de tous les côtés. Donc la situation en Libye, les atrocités qui sont en train de se passer au Soudan et bien sûr la situation à Gaza et Palestine. Donc on a beaucoup de disons des points de coopération qu'on peut coopérer avec l'Union européenne et je pense que son Excellence le ministre des Affaires étrangères a dû discuter la plupart de ces sujets avec eux. Oui. Quels sont les axes de partenariat les plus importants que l'Égypte a avec l'Union européenne? On a plusieurs. L'économie, je pense que c'est la plus importante, surtout pour l'Égypte. Là, on sait tous que le continent européen est en train de passer par une période qui est très difficile du point de vue industriel, si vous voulez. Ce n'est plus, c'est devenu, disons, énormément difficile pour fabriquer n'importe quoi en Europe ces jours-ci. La plupart des industries lourdes et même des industries technologiques ont quitté l'Europe qui a malheureusement négativement affecté l'économie européenne. Donc l'Égypte, ayant donné la proximité géographique, peut, et les économies qui sont très favorables de production en Égypte, peut être, disons, un fournisseur très important comme place et faciliter la production de technologies européennes. Et là, on a un point de coopération qui est très très important. Donc ça, c'est une des dimensions économiques, si vous voulez. Toujours dans l'économie, après la situation entre la plupart des pays européens et la Russie, on peut être ou devenir une alternative d'énergie, surtout l'énergie verte pour l'Europe, notamment l'énergie solaire. Donc là, une deuxième fois, on a des opportunités de coopération qui sont très importantes pour les deux côtés. Une autre dimension aussi, c'est le transfert de technologie et la formation des jeunes égyptiens un peu partout, par tous les domaines ou dans tous les domaines, surtout de la technologie avancée qui est maintenant devenue la priorité numéro 1 dans le monde, pratiquement un peu partout. Donc il y a énormément des intérêts économiques, d'où que les deux côtés peuvent sortir avec pas mal de bénéfices. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a aussi le côté politique. Et je pense que c'est très important de aligner, surtout avec le poids de l'Europe, de l'Union unie et pas mal d'autres forums. C'est très important de aligner la position européenne avec la position de l'Égypte. Donc on a parlé déjà de 3 guerres civiles ou de 3 guerres qui sont autour de l'Égypte. On a l'histoire du barrage de Renaissance en Éthiopie et on a la situation de Land of Somalia qui est pratiquement un groupe qui a découpé une partie d'un pays sur la mer Rouge pour déclarer un nouveau pays qui est renforcé et soutenu par Israël et par Éthiopie en même temps. Donc c'est très important qu'on aligne notre position, ou la position européenne avec ce qui est en train de se passer dans la région, qui est assez important et qui va avoir des conséquences assez importantes pour
tout le monde dans la région, y inclut l'Europe aussi. Donc je pense que c'était une réunion très importante, cette réunion que son Excellence le chef de la diplomatie égyptienne vient d'avoir. Un des dossiers importants qui porte sur un enjeu important concernant l'Europe, et c'est l'immigration, le dossier de l'immigration d'une manière générale, l'immigration clandestine et l'immigration régulière, surtout pour tous ceux qui ont pris refuge des guerres. Alors, et l'Égypte avait une coopération étroite avec l'Union européenne quant à ce propos. À votre avis, où en sommes-nous quant à ce propos? Comment peut-on évaluer les résultats de ce travail? C'est très simple. On a des statistiques pour voir on avait des dizaines de navires littéralement qui arrivaient à Lampedusa pratiquement chaque jour, et maintenant je pense que ce phénomène a pratiquement, disons, 99% arrêté. Et c'était à cause de l'Égypte, à cause de l'armée maritime égyptienne qui a arrêté ce pratique qui était assez, disons, commun, surtout à partir de la Libye. Parce que c'est un pays échoué, il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de pouvoir clair. Donc c'est l'Égypte qui est rentrée pour gérer cette situation, et je pense qu'on a bien réussi de rester, disons, 99% de l'immigration illicite qui était en train de partir vers l'Europe. Et je pense que les Européens sont très reconnaissants pour le rôle égyptien qui a été joué dans cette direction. Concernant les problématiques des pays du bassin de la Méditerranée, le tracé des frontières en eau surtout, et l'énergie et le pétrole, et l'Égypte avait des concertations étroites avec Chypre et la Grèce, constituant des réunions tripartites. Alors qu'on en est au seuil de l'année 2026, comment peut-on évaluer ce dossier? Je pense qu'on a bien avancé. L'Égypte a signé un accord, ou même deux accords si je ne me trompe pas. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais je pense que l'Égypte a signé deux accords, un avec Chypre et l'autre avec la Grèce, pour que le gaz liquidifié passe à travers un certain projet, et je pense qu'on est plus ou moins, ce projet a commencé, ou il est au bout de commencement, une inauguration va être. J'ai pas tous les détails, mais je pense qu'on a bien avancé en 2025 pour commencer avec, pour signer ces accords. C'était pas donné, donc c'était beaucoup de travail, beaucoup de négociations, et je pense que tout le monde va bénéficier de cet accord. L'Égypte et aussi l'Europe. Ce qui est très intéressant, que les besoins de l'Égypte et celui de l'Europe sont complémentaires, dans le sens que l'Égypte a besoin du gaz liquidifié ou naturel, surtout en été, quand il fait chaud, et on l'utilise pour l'électricité, pour les climatisateurs. Et de l'autre côté, on a l'Europe qui a besoin du même produit énergétique, mais pour le contraire, pour l'hiver, où il fait très froid, ils ont besoin du gaz liquidifié pour le chauffage. Donc là, il y a disons, une complémentation naturelle entre les deux besoins, et je pense à partir de ça qu'on a pu réussir à faire ces accords. Donc je pense que c'est un atout qui est très fort, qui renforce et soutient la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, et je pense que sans l'infrastructure qui a été
mise en place dans disons les 5 dernières années, ça n'aurait pas été possible d'avoir des accords pareils. Oui. Pour passer au dossier africain, étant donné que l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte, le chef de l'État avait souligné l'importance de sauvegarder l'identité égyptienne et entre guillemets africaine, étant donné que nous vivons dans un monde en proie à la déformation des identités. Et toutefois, sans prendre en considération uniquement l'aspect historique et géographique, en dépit de leur importance, mais surtout l'aspect identitaire. C'est un peu une hypothèse philosophique. Comment peut-on la décrire, d'après vous? Non, c'est pas philosophique du tout, parce que on peut regarder les chiffres. Si on jette un coup d'œil sur les chiffres, l'Afrique a 1,5 milliard de population qui sont divisés par 54 pays. 1,5 milliard, ça fait pratiquement le quart de la population de la planète. Mais et c'est là où le bon chiffre vient, ou le petit chiffre malheureusement, l'Afrique qui représente presque 25% de la population de la planète, ne contribue en GDP que 2,3% du GDP global. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la population africaine est sous-développée de 1 à 10. Normalement, on aurait dû être à 25% du GDP global. Okay? On est à 2,3. Donc, imaginez la différence. Et de là, il y a deux choses. Il y a un problème de sous-développement énorme en Afrique qui, en même temps, représente une opportunité énorme ou très importante pour l'Égypte. Donc, le continent a besoin pratiquement de tout et l'Égypte a besoin de renforcer ses exportations ou physiques ou technologies, ou savoir-faire ou main-d'œuvre. Donc, et on peut fournir le continent de tout ça. Donc, quand le continent a besoin énormément de développement, l'Égypte peut aider ou faire un énorme travail pour aider dans cette direction. Donc, d'ici que ignorer, comme c'était passé avant la période de présidence ici, ignorer la dimension africaine de l'Égypte, je pense que c'était pas la meilleure direction pour la diplomatie égyptienne à cette période. Et là, on a fixé ce problème et on est en train de se concentrer sur cette dimension parce que vraiment, c'est ça le futur. C'est ça où il y a l'opportunité, ou pour l'Égypte et aussi pour le continent. Donc, il y a un rôle très très important que l'Égypte peut jouer ici, comme être un centre de savoir-faire, centre d'exportation, parce qu'on peut fournir des produits et des savoir-faire avec des prix qui sont des fractions qui auront été s'ils étaient fournis dans notre endroit ou à notre pays. Donc là, on a une opportunité énorme pour le deux. C'est ça, gagner-gagner. Ok. Donc là, je pense que c'est très important de garder cette dimension. Ça, c'est d'un côté. D'un côté, un peu qui n'est pas philosophique, mais ça reste très pragmatique aussi, on doit contrôler les menaces que le continent est en train de subir ces jours-ci. On voit la guerre civile au Soudan, on voit ce qui est en train de se passer dans la Corne d'Afrique. On trouve un pays qui était tout simplement coupé en deux, et un autre pays a assumé la responsabilité pour un tiers du pays. Des choses qui auraient été pensées être des blagues. Donc là, il y a pas mal de travail politique, diplomatique à faire pour qu'on reste
le continent ne devient pas, disons, un terrain fertile pour tout ce qui est terrorisme et des guerres civiles. Malheureusement, dans le continent africain, on a un pourcentage, le chiffre m'échappe maintenant, mais on a un pourcentage qui est pratiquement le double dans par rapport à ce qui a été les dépenses des armes. C'est pratiquement le double qui est dépensé en Europe, par exemple, ou en Asie. Une deuxième fois, donc on a des pays pratiquement qui sont pauvres, il n'y a pas une autre façon pour le décrire, et en même temps, même avec cette pauvreté, la plupart de leurs revenus est dépensé sur des armes. Donc, et là, c'est une formule très simple. On voit que le développement est vraiment a beaucoup besoin de travail pour ces pays peuvent avancer et leurs citoyens peuvent se développer. Mais avant de comparer le développement, on doit arrêter les guerres, on doit arrêter le terrorisme, on doit arrêter tout à fait. Oui. Oui. Monsieur Ahmed Ellissi Nassif, vous êtes analyste politique et vous êtes expert en relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte. Nous allons jeter la lumière davantage sur la philosophie du principe égyptien concernant la sauvegarde de la philosophie, de l'identité africaine. Nous allons parler de la diplomatie africaine en 2025 et jeter la lumière sur ces détails. À tout de suite. Donc, encore une fois, dans un monde en proie aux troubles et au milieu des tentatives de déformer et d'effacer les identités, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a toujours, depuis son accession au pouvoir, mis l'accent sur l'identité de l'Égypte, surtout son identité africaine. Il a toujours veillé à consolider cette identité et à faire en sorte qu'elle ne se limite pas aux considérations historiques et géographiques, en dépit de leur importance. Voyons les détails de cette philosophie concernant l'identité égyptienne africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en place une stratégie globale et harmonieuse pour que l'Égypte se repositionne sur le continent noir. Cette stratégie ne repose pas seulement sur l'énorme atout que sont les dimensions historiques et géographiques, mais aussi sur la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et humanitaires. Les efforts de la direction politique égyptienne, soutenus par le corps diplomatique et les institutions étatiques, ont réussi à établir des relations extérieures équilibrées, fondant sur le respect mutuel, les intérêts communs et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Par conséquent, l'Égypte a retrouvé sa place dans le monde et dans la région grâce à la politique sage adoptée par le président el-Sisi et annoncée dans son discours d'investiture en 2014. L'Égypte a adopté une politique basée sur le plein respect des lois internationales, en particulier le droit international humanitaire, ainsi que sur la coopération avec les autres pays et peuples. En outre, l'Égypte a déployé des efforts sincères pour soutenir les États nationaux, surtout en Afrique, avec l'objectif de protéger la sécurité nationale égyptienne et de promouvoir les relations avec les frères africains. Il était donc naturel que le Caire devienne le cœur du continent africain et se pose comme un rival de l'Afrique du Sud. Les académies militaires et les écoles de police égyptiennes sont redevenues le point de mire des officiers supérieurs africains, des forces armées et des forces de l'ordre.
Après la révolution du 30 juin 2013, l'Égypte a commencé une nouvelle ère dans ses relations avec le continent noir. Le Caire a adopté une conception réaliste quant à la nature de ses relations, désormais basée sur l'affirmation de l'identité africaine de l'Égypte et l'importance du rapprochement entre les peuples africains pour faire face aux défis, surtout avec la concurrence entre les grandes puissances pour exploiter le potentiel du continent. Les visites et les réunions conjointes ont été un moyen d'interaction entre les deux parties. Le président El-Sisi a effectué plusieurs visites dans les pays africains. Il a assisté à plusieurs événements réunissant les dirigeants africains et a participé au règlement des crises et des problèmes sur le continent. L'Égypte a proposé plusieurs initiatives. L'Égypte a tenu à développer les capacités militaires africaines, surtout dans les zones de troubles au Sahel. Elle a réussi à mettre en place, à travers la communauté des États sahélo-sahariens, plusieurs initiatives de formation individuelle ou collective, ainsi que des bourses pour les étudiants africains inscrits dans les académies militaires. La création d'une organisation de lutte contre le terrorisme dans les pays des États sahélo-sahariens, dont le siège est au Caire, est l'un des fruits de l'action égyptienne qui s'est étendue ces derniers mois pour comprendre la coopération militaire avec certains pays du bassin du Nil, en plus des manœuvres militaires conjointes avec le Soudan. L'Égypte a également cherché à développer la structure de la paix et de la sécurité en Afrique et a soutenu l'initiative Faire taire les armes, considérée comme une partie inséparable de l'agenda de 1963 pour le développement du continent africain. Il faut dire que les relations égypto-africaines ont connu un essor important durant l'année 2025 et reflétant la place particulière, si on peut le dire, du cercle africain dans la politique étrangère égyptienne. Voyons les détails dans ce compte rendu. Au cours de l'année 2025, l'Égypte a accordé une attention particulière à la conclusion de partenariats stratégiques et à la tenue de commissions mixtes de coopération avec plusieurs pays africains, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie, du développement et de la sécurité hydrique. Des partenariats stratégiques globaux ont ainsi été annoncés avec le Kenya et le Nigeria, tandis que le niveau des relations avec la Somalie a été élevé à celui de partenariats stratégiques, suivi du transfert du siège de l'ambassade égyptienne à Mogadiscio pour la première fois. Des réunions conjointes des ministres des Affaires étrangères et de ressources hydriques, 2+2, ont également été organisées avec l'Ouganda, parallèlement à la tenue au Caire de la deuxième session de la commission mixte avec le Tchad et de la première session de la commission mixte avec l'Angola. L'ensemble de ces démarches reflète l'engagement de l'Égypte à un partenariat africain sur des bases durables de manière à servir les intérêts communs et à soutenir la stabilité et le développement du continent. L'année 2025 a également été marquée par un vaste échange de visites de haut niveau, que ce soit à travers les visites effectuées par le président de la République dans plusieurs pays africains et l'accueil par le Caire de dirigeants du continent, ou à travers les tournées intensives menées par le ministre des Affaires étrangères dans 11 pays africains de la Corne de l'Afrique, du Sahel, ainsi que d'Afrique centrale et australe, accompagnés d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de grandes entreprises égyptiennes. Ces déplacements ont donné lieu à l'organisation de 7 forums économiques visant à renforcer les échanges commerciaux et à promouvoir la participation du secteur privé au développement. En 2025, le champ des outils opérationnels et de développement a également été élargi à travers les programmes et bourses offerts par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. En outre, les travaux d'équipement du centre du professeur Magdi Yaoub pour les maladies cardiaques au Rwanda se sont poursuivis, de même que la construction et la remise du barrage Julius Nyerere en Tanzanie, ainsi que la poursuite du fonctionnement du mécanisme de financement des projets dans les pays du bassin du Nil méridional, doté d'un financement de 100 millions de dollars.
Parallèlement, les instruments de la puissance douce ont été mobilisés à travers des bourses universitaires d'El Azhar et artistiques, ainsi que des formations dans divers domaines. La coopération sécuritaire et le renforcement des capacités ont également été consolidés par l'intermédiaire des ministères de la Défense et de l'Intérieur à travers l'organisation de formations sécuritaires destinées aux cadres africains, sans oublier la participation active aux missions de maintien de la paix, la plus récente étant la mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilisation en Somalie. L'année passée a par ailleurs vu le lancement de l'initiative de développement économique et maritime de Suez et de la mer Rouge en marge de la 5e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. À cela s'ajoute l'inauguration du siège de l'Agence spatiale africaine accueillie par l'Égypte, ainsi que le soutien aux efforts de consolidation et de la stabilité, de la paix et du développement dans le cadre de la participation active de l'Égypte au Conseil de paix et de sécurité de l'Union